Juriste, auteur, présidente de la commission sport de la LICRA et auteur donc de livres, notamment Racé, qui vient d'être publié aux éditions de l'Observatoire. Bonjour Rachel Kahn. Bonjour. J'allais presque ajouter actrice. On va parler dans quelques instants de Yitzhak Rabin, chronique d'un assassinat de Amos Gitaï, où vous allez être sur scène au Théâtre du Châtelet à Paris, dans ce spectacle absolument incroyable sur l'assassinat de l'ancien Premier ministre israélien. D'abord un mot, voir le stade à Munich, qui n'a pas été finalement aux couleurs LGBT, puisque la FIFA ne l'a pas accepté. Ça vous a déçu ? Non, ça ne m'a pas déçu. En revanche, parce que, vous savez, il y a un code du sport. Et dans le sport, et au sein des stades, on est humaniste, on est universaliste. Et on est là pour la beauté du sport et pour la beauté de notre propre dépassement. Et en fait, en soi, on se bat contre tous les motifs de discrimination. Donc je ne suis pas déçue par rapport à ça. En revanche, je saluais l'investissement de Griezmann sur ce combat. Oui, mais j'ai bien vu. Parfois, vous dénoncez, à juste titre d'ailleurs, des gestes racistes. Bien sûr. Des cris de singe qu'on entend. Mais pour moi, lorsqu'il y a des cris de singe, une nouvelle fois, il y a le droit qui est là. Il y a la loi qui est là. Et lorsqu'il y a des cris de singe sur un stade, on a quand même des codes juridiques, on a un code olympique, on a un code du sport, des règles en sport. Lorsqu'il y a un cri de singe, on arrête le match. Et je sais qu'il y a une dimension économique derrière qui fait que les matchs sont continus, etc. Mais moi, je suis pour la loi et le droit et les punitions, et non pas pour des genoux à terre qui n'ont aucun sens, et notamment pour notre équipe de France. Oui. Alors, les valeurs universelles du sport, alors je parle de votre livre, Racé, donc vous aviez publié, c'était pour dire quoi en fait ? Pour dire au fond il n'y a qu'une seule race ? Oui, c'était un petit pied de nez parce que moi je suis issue d'un mélange un peu de TV5 Monde, un petit peu. Ouais. C'est-à-dire un père gambien et une maman d'origine juive polonaise. Sénégambien. Oui. Et en fait c'était pour dire qu'on est tous un mélange. C'était un alibi. Moi c'est très fort parce qu'évidemment il y a du juif, il y a du musulman, il y a de l'animiste, il y a du blanc, il y a du noir, donc il y a beaucoup de choses, mais on est tous issus d'un mélange. Et c'est pour ça que c'était un pied de nez, et notamment certains mots qui nous tuent aujourd'hui, les mots venus des États-Unis, des idéologies woke, comme le mot racisé, en fait, qui nous poussent à rejouer des névroses ségrégationnistes. Oui, c'est-à-dire au fond, c'est la cancel culture. Oui, c'est la cancel culture. Oui. C'est les réunions non mixtes. Ou d'une sorte de repentance. Ouais, c'est insupportable. Oui. Et cette culture de repentance, cette culture de la victimisation, cette culture qui fait que, en fait, on va pointer certaines personnes, on en fait des boucs émissaires, le mâle blanc de plus de 50 ans. Moi, je ne supporte pas ça. C'est-à-dire que moi, ma famille a vécu des choses. J'ai pu vivre aussi certaines choses, dans une moindre mesure, parce que moi, c'était quand même la Shoah, la colonisation, l'immigration, à la fin des années 60. C'est autre chose que vivre en France aujourd'hui. On a tout à bâtir et pas à être là à détruire, à déconstruire. Oui, on va parler dans quelques instants donc, de cette pièce, mais vous avez publié sur votre compte Twitter une caricature, on va peut-être la voir. Est-ce que Martin Luther King, est-ce qu'on pourrait l'imaginer en Louboutin ? Vous avez publié donc, ce dessin de Coco, qui fait référence à Assa Traoré, qui défend une marque de chaussures de luxe. Oui, moi j'ai retweeté déjà parce que j'aime Coco. Et que Coco, quand même, c'est une rescapée, en fait, des attentats de Charlie. C'est une merveilleuse créatrice qui, aujourd'hui, fait toujours preuve d'humour. Et l'humour, c'est un dépassement aussi dans la création, dans voilà, ces petites phrases autour de ses dessins. Effectivement, est-ce que Martin Luther King aurait fait un plan marketing ? En fait, c'est ce qu'elle voulait mettre en exergue. Moi, je suis pour des luttes authentiques et je suis surtout pour des luttes qui rassemblent, que nous soyons tous unis contre les discriminations et pas les noirs avec les noirs, les blancs avec les blancs contre les noirs contre les juifs, les machins. Et surtout, ce qu'il y a en fond, et c'est ce que dénonce finalement Coco dans son dessin, c'est qu'en fond, il y a une question marketing derrière. Et c'est vous ça, dites en fait. Au fond, que Assa Traoré, qu'on voit là à l'image, défend quelque chose qui n'est pas du domaine de sa propre lutte. C'est-à-dire qu'en fait, c'était juste un étonnement pour tout le monde. C'est pas que moi qui... C'était un étonnement de voir que Louboutin, c'est quand même une marque de luxe. Que Assa Traoré est un modèle aujourd'hui pour des jeunes femmes qui n'ont pas forcément les moyens de se payer ça ne devrait pas être un modèle, Assa Traoré. C'est ça que vous dites ? Je dis en fait que moi, je ne veux pas du tout juger Assa Traoré. En fait, je dis que si on doit se battre contre les discriminations,
On doit être tous ensemble, de manière juste, avec des combats qui sont justes, et pas en étant des produits marketing. Voilà ce que je dis. Oui, alors vous êtes, j'allais presque dire, au fond, à part. Et quelquefois, vous prenez dans la figure presque quelques critiques. Oui, ça c'est sûr. Au fond, on peut vous accuser de ne pas être dans cette mouvance. C'est-à-dire que non seulement on m'accuse, on m'a déjà dit que j'étais banania, très négresse de maison, mais de toute façon, c'est ce que j'avais anticipé déjà dans le livre. Donc il n'y a rien de très créatif dans ça. C'est en fait, au lieu d'être dans un échange et dans un débat pour comment on va passer à l'étape d'après, comment notre société va se réparer, comment nous allons pouvoir vivre en étant recousus les uns des autres, avec une souffrance qui va rester, mais quand même, évidemment, de par notre passé, mais comment on va pouvoir se créer un avenir, comment on va pouvoir se créer un récit français. Et parce que je dis ça, et parce que ça ne répond pas, en fait, et que je ne répète pas comme un perroquet les dogmes venus des États-Unis, je suis traitée de négresse de maison et autres. Mais je l'avais déjà prévu, ça. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est pour les jeunes générations, nous avons des enfants, j'ai des enfants. Qu'est-ce qu'on va leur offrir comme avenir ? Est-ce que c'est un avenir où on va rejouer des névroses de séparatisme ? Non, ça... Je prends ma responsabilité aussi de mère, de créatrice et de mère. La cancel culture, aujourd'hui, elle tue la création. Parce qu'en fait, chacun, par exemple moi, si on voit simplement la projection qu'on a de moi... Donc c'est une femme noire en afro, donc elle doit jouer des rôles de noire en afro, avec traiter des banlieues, et on va m'obliger à dire certaines choses. Et c'est ce qui se passe en fait sur les réseaux sociaux. Si je ne prends pas position sur certaines choses, je suis traîtresse. On vous renvoie à la couleur de votre peau, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que moi, mon livre, je l'ai écrit. C'est un livre d'amour par rapport à la France et aux principes français et aussi francophones, ces valeurs universalistes que défendait Senghor. C'est-à-dire, en fait, l'universel avec le différent et surtout dans la relation à l'autre. Notre langue française permet la relation à l'autre à travers le monde. La cancel culture ne permet pas ça. La cancel culture, c'est une colonisation d'un dogme anglo-saxon qui vient des États-Unis. On doit penser tous pareil. On doit se considérer comme victime. Et parce que nous sommes victimes, nous sommes non coupables et nous avons des droits que nous devons revendiquer en permanence et finalement rejouer l'injustice. Oui. Alors, Isaac Rabin, sur scène, pour ce spectacle de Amos Gitaï, on voit donc Théâtre de la Ville, hors les murs, 28, 29 juin et 1er juillet, vous allez avoir dans votre bouche les mots de la veuve d'Isaac Rabin. Ouais. Hein ? Pour revivre cette terrible journée de cet assassinat, donc le 4 novembre 1995 de l'ancien Premier ministre israélien. Moi, c'est un grand cadeau, en fait, que m'a fait Amos Gitaï, de participer à cette création avec des artistes fabuleux. Il y a des musiciens sur scène, il y a aussi Nathalie Dessay qui chante et qui joue, et qui est en lecture avec nous, Irène Jacob, Sarah Adler. Et en fait, ce qui est joli, c'est que, on sait à quel point le conflit israélo-palestinien à travers le monde crée des retentissements, des tremblements qui sont, on dirait que c'est presque insoluble comme situation. Là, ce qu'a fait Amos Gitaï, c'est remettre Yitzhak Rabin et la parole au centre, cette parole de paix. Et en fait, on parlait de Martin Luther King tout à l'heure. C'est la même chose. Martin Luther King, Nelson Mandela, Yitzhak Rabin. À chaque fois, ce sont les gens qui essaient d'aller vers l'universel, qui essaient de trouver des solutions pour recoudre, pour qu'on puisse retrouver un dialogue, qu'on puisse retrouver une harmonie, qui à chaque fois, par leur propre camp, se font massacrer. Ouais. Et ça, je trouve ça, et ça résonne évidemment avec la question Israël et Palestine, mais ça résonne aussi avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui, en France, en Europe. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous avez, moi je prends mon exemple en fait, et je pense que c'est peut-être pas pour rien qu'Amos, avec son intuition, m'a proposé de participer à ce projet-là, au Théâtre du Châtelet. C'est qu'il sait très bien que mon livre est un livre d'une artiste qui a envie de créer en liberté, et que si on laisse faire la cancel culture, on ne pourra plus créer en liberté, et on ne pourra plus aller vers le tremblement. Romain Gary parlait de ce tremblement en fait, de la terre qui nous unit tous, parce que nous venons tous du même poème.
et que nous sommes, en tant qu'artistes, à la recherche de ce poème, et que si les artistes ne sont pas là pour nous unir, les politiques ne pourront pas suivre notre chemin après. Voilà. Et la parole de Rabin est extrêmement puissante en cela, parce qu'il y croyait profondément. Il avait cette volonté de 2 États, 2 peuples, évidemment qu'il y a des souffrances et des frustrations, mais il voulait réconcilier, et qu'enfin, pour les enfants de cette terre-là, de la Palestine et d'Israël, que ces enfants puissent vivre ensemble. Merci beaucoup, Rachel Kahn. Merci à vous. Isaac Rabin, on va vous voir sur scène, vous applaudir aux têtes de la ville, donc les 28, 29 juin et 1er juillet dans le spectacle de Amos Gitaï. Merci. Merci, Patrick.